Peu après la publication du roman qui a censuré Roger Rabbit en 1981, Disney en acquiert les droits cinématographiques. L'histoire nous plonge dans un univers où des personnages de dessins animés cohabitent avec les humains. Dans ce contexte, nous suivons Eddie Valiant, un détective privé engagé par Roger Rabbit pour régler un différend contractuel. Ce qui semblait être une affaire anodine se transforme rapidement en une intrigue bien plus complexe, mêlant double meurtre et complot. Oh, je ne peux pas le croire! L'auteur Gary K. Wolf a eu cette idée en regardant une publicité de céréales où des personnages de dessins animés interagissaient avec des prises de vue réelles. Coupez! Nom de Dieu, qu'est-ce qui va pas avec cette prise? À l'époque, Ron W. Miller, alors président du studio, voit dans ce projet l'opportunité de produire un blockbuster. Les scénaristes Jeffrey Price et Peter S. Simon sont engagés et livrent 2 versions du script. En 1982, Robert Zemeckis propose de réaliser le film, mais Disney décline, refroidi par les échecs de ses précédents longs métrages Crazy Day et La Grosse Magouille. Entre 1980 et 1983, plusieurs séquences tests sont développées sous la direction de Darrell Van Citters, mais ça ne va pas plus loin. Mais en 1985, l'arrivée de Michael Eisner à la tête de Disney relance le projet. Le studio s'associe à Amblin, dirigé par Steven Spielberg, Frank Marshall et Kathleen Kennedy, pour coproduire le film. Toutefois, le budget initial de 50 millions de dollars est jugé trop élevé. Il est ramené à 30 millions, ce qui en fait malgré tout le film d'animation le plus coûteux jamais produit à l'époque. Spielberg obtient un contrôle créatif significatif et une part importante des recettes, tandis que Disney conserve les droits du merchandising. Grâce à l'influence du réalisateur des Dents de la Mer, plusieurs studios acceptent de prêter leurs personnages emblématiques. Dans la liste, il y a entre autres la Warner, Harvey Comics, King Pictures Syndicate, Felix the Cat Productions et Universal Pictures. Mais évidemment, des conditions strictes encadrent leur utilisation. Par exemple, Donald et Daffy doivent démontrer un talent équivalent au piano. Est-ce que quelqu'un comprend ce que dit ce canard? Tandis que Mickey et Bugs Bunny partagent une scène et doivent avoir le même temps d'écran. Et quoi de neuf, docteur? On saute sans parachute? Ça peut être dangereux. La Warner exige même que Daffy reprenne le design de Chuck Jones plutôt que celui de Bob Clampett. Pour satisfaire tout le monde, les animateurs font animer le personnage selon les 2 styles et optent finalement pour celui de Clampett. D'autres figures iconiques comme Popeye, Tom et Jerry, Little Lulu et Casper sont absentes faute d'accord avec leur ayant droit. Pauvre garçon! Oui, je suis une peau de vache, hein? Le projet aurait pu être confié à Terry Gilliam, célèbre notamment pour son travail sur Monty Python, mais ce dernier décline, jugeant la production trop complexe sur le plan technique. Il admettra plus tard qu'il s'agissait surtout de paresse. Et finalement, en 1985, Robert Zemeckis décroche la mise en scène, fort du succès de À la poursuite du diamant vert et Retour vers le futur bien sûr. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Maintenant, il est bloqué dans le passé. Michael J. Fox. Oh dur, c'est pas le pied. Christopher Lloyd. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds? Retour vers le futur. De leur côté, les dirigeants de Disney souhaitent confier la direction de l'animation à Darrell Van Citters. Mais Spielberg et Zemeckis préfèrent une autre approche. C'est ainsi que Richard Williams est choisi pour superviser l'animation. Ce dessinateur et réalisateur canadien, reconnu pour son exigence artistique, s'est illustré avec Le Voleur et le Cordonnier, un projet ambitieux sur lequel il travaillait depuis des années. Sa touche perfectionniste et son style distinctif apportent au film une fluidité et une expressivité inédites. Avec ce projet, le réalisateur ambitionne alors de réunir dans Roger Rabbit 3 influences majeures. La qualité d'animation de Disney, la caractérisation propre à la Warner et l'humour déjanté de Tex Avery. Harrison Ford était le premier choix de Spielberg pour incarner Eddie, le détective, mais son cachet s'est révélé trop élevé. Chevy Chase, second sur la liste, déclina l'offre, tandis que Bill Murray passa à côté de l'opportunité. Eddie Murphy refusa le rôle, trouvant le concept de coexistence entre personnages animés et humains trop étrange, avant d'admettre plus tard qu'il le regrettait. D'autres grands noms furent envisagés parmi lesquels Robin Williams, Robert Redford, Jack Nicholson et Sylvester Stallone. Finalement, Bob Hoskins fut choisi. Spielberg fut convaincu par son talent et son attitude optimiste, en parfaite adéquation avec l'époque et l'ambiance du film. Eddie Valiant, Je vous arrête! Pour Roger Rabbit, Paul Rubens avait initialement prêté sa voix lors d'un test en 1983, mais ne fut pas retenu. Le rôle revint à Charles Fleischer, qui apporta au personnage une énergie unique. You saved my life! How can I ever repay you? Avant le tournage, Fleischer dut inventer un trouble de la parole pour Roger.
Il lui donna alors un léger zézément en hommage au personnage de cartoon ayant des défauts d'élocution. That's all, folks. Pour aider Bob Hoskins à interagir avec son personnage imaginaire, Fleischer portait un costume de Roger Rabbit et se plaçait derrière la caméra lors de nombreuses scènes. Richard Williams, quant à lui, décrivait Roger comme un patchwork d'influences. Et ce n'est pas faux. Il a la tête en forme de noix de cajou de Tex Avery, la mèche rousse de Droopy, le nœud papillon de Porky, les gants de Mickey et les joues et les oreilles de Bugs Bunny. Quoi de neuf, docteur? Le casting du juge Doom, le grand méchant, connut aussi son lot d'essais. Tim Curry auditionna, mais son interprétation fut jugée trop terrifiante par les producteurs. Salut, Georgie. Est-ce que tu veux un ballon? Christopher Lee fut approché, mais il ne voulait pas de ce rôle. John Cleese manifesta son intérêt, mais lui ne parut pas assez menaçant. D'autres acteurs dont Peter O'Toole, Murray Abraham, Roddy McDowall et même Sting furent également considérés. Mais c'est Christopher Lloyd qui décrocha le rôle, fort de sa collaboration sur Retour vers le futur. Il compara Doom à son personnage dans Star Trek 3, expliquant qu'il trouvait ses méchants très amusants à jouer. Pour accentuer l'aura inquiétante, il prit soin de ne jamais cligner des yeux face à la caméra. Après l'arrivée de Steven Spielberg et Robert Zemeckis sur le projet, Jeffrey Price et Peter S. Seaman furent chargés d'approfondir l'écriture du scénario. Pour s'inspirer, ils se plongèrent dans les œuvres cultes de Disney et de la Warner. Si évidemment le livre et le film partagent quelques similitudes, l'intrigue et plusieurs éléments en diffèrent fortement. Dans le roman, l'histoire se déroule dans les années 80, dans un monde où humains et personnages de bande dessinée cohabitent. Contrairement au film qui se passe dans les années 40 et met en avant des stars de l'animation, le livre privilégie des personnages de comics. Les toons s'expriment via des bulles de texte apparaissant au-dessus de leur tête, bien que certains aient appris à parler normalement. Une autre différence majeure concerne la nature des personnages animés. Dans le livre, ils peuvent créer des doubles d'eux-mêmes pour exécuter des cascades risquées, mais ces clones ne durent que quelques heures. Alors que dans le film, les toons sont quasi indestructibles. Bon, sauf s'ils sont trempés dans un mélange toxique. Et l'exécuterait. Un autre élément du récit posait problème, l'identité du méchant. Dans plusieurs versions du scénario, Jessica Rabbit ou Baby Herman endossaient ce rôle, mais aucune ne semblait véritablement fonctionner. Finalement, comme vous le savez, les scénaristes créèrent un antagoniste inédit, froid et inquiétant, le juge Doom. A l'origine, le personnage devait être accompagné d'un vautour animé juché sur son épaule, symbole de sa nature impitoyable. Mais face aux défis techniques que cela impliquait, l'idée fut abandonnée. Richard Williams n'a jamais caché son mépris pour la bureaucratie de Disney et refusa catégoriquement de travailler à Los Angeles. Face à ces exigences, la production dut s'adapter. Un studio dédié fut créé en Angleterre, intégrant son propre atelier à Londres. Ce nouveau pôle, baptisé Walt Disney Animation UK, devint le centre névralgique de l'animation du film, tandis que les prises de vue réelles se déroulaient au studio S3, toujours en Angleterre. Pour convaincre Williams de superviser l'animation, les studios mirent un argument de poids dans la balance. En échange de son implication, ils s'engagèrent à l'aider à distribuer Le voleur et le cordonnier, son œuvre passion. L'animation fut confiée à une équipe de talents issus des meilleurs studios. Toutefois, le projet se heurta rapidement à des défis financiers. Plus complexe que prévu, le tournage entraîna un dépassement de budget considérable. Lorsque les coûts atteignent 40 millions de dollars, le PDG de Disney envisagea sérieusement d'annuler le film. Il fallut toute la persuasion de Jeffrey Katzenberg, président du studio, pour le convaincre que Roger Rabbit représentait une opportunité unique. En tant que coproducteur, Spielberg jouait un rôle clé dans l'accord et sa présence suffisait à garantir un certain prestige au projet. Malgré un budget dépassant finalement les 50 millions de dollars, Disney prit la décision de poursuivre l'aventure, misant sur le caractère révolutionnaire du film et la promesse d'un succès sans précédent. Pour capturer les scènes en prise de vue réelle destinées à être intégrées à l'animation, l'équipe utilisa des caméras VistaVision équipées d'un système de contrôle de mouvement, garantissant une stabilité et une précision optimale pour le travail des animateurs. Afin de faciliter l'interaction des acteurs avec les personnages animés, des mannequins en caoutchouc furent utilisés lors des répétitions, leur servant de repères pour poser leur regard et ajuster leurs réactions. L'illusion du mélange entre animation et réalité nécessitait également des effets mécaniques ingénieux. De nombreux accessoires manipulés par les toons furent filmés sur le plateau à l'aide de bras robotisés ou de fils invisibles, donnant l'impression qu'ils bougeaient d'eux-mêmes. L'un d'eux illustrait particulièrement bien ce procédé,
Un acteur incarnant un détective descendait un escalier de secours pendant que Roger Rabbit était censé le suivre en renversant une pile de boîtes. Évidemment, le personnage animé n'était pas encore ajouté. La caméra descendait les marches en synchronisation avec la chute des boîtes, déclenchée par des fils invisibles. Ce genre d'astuce permit d'obtenir des interactions crédibles entre les acteurs et leurs partenaires animés. Par contre, pour la scène où Jessica Rabbit prend un mouchoir lors de ce moment, un défi technique s'est posé. Un tel geste était trop complexe à reproduire avec des fils ou des effets mécaniques. Pour le rendre crédible, les réalisateurs ont d'abord tourné la séquence avec une doublure, Betsy Brantley, qui effectuait le mouvement. Puis, ils ont refait exactement les mêmes prises de vue, mais cette fois-ci sans l'actrice. En post-production, seules ses mains ont été conservées et intégrées à l'animation de Jessica Rabbit, assurant ainsi un rendu parfaitement naturel et fluide. Je suis pas mauvaise, je suis juste dessinée comme ça. Le tournage débuta le 2 novembre 1986 au studio S3 et s'étala sur 7 mois et demi. Un mois supplémentaire fut nécessaire à Los Angeles et chez Industrial Light & Magic pour les effets d'écran bleu de Toontown. La post-production s'étendit sur 14 mois, un délai exceptionnel pour un film mêlant animation et prise de vue réelle. Bien qu'Industrial Light & Magic ait déjà expérimenté la CGI et le compositing numérique, les technologies de l'époque n'étaient pas encore suffisamment avancées pour gérer la complexité du projet. L'intégration des toons dans le monde réel nécessita donc un processus plus traditionnel, entièrement basé sur des cellulos et du compositing optique. Tout commença par l'impression en noir et blanc des scènes en prise de vue réelle. Ces images fixes servaient de repères aux animateurs qui dessinaient ensuite les personnages image par image en s'assurant qu'ils interagissaient de manière crédible avec leur environnement. Mais la mise en scène dynamique de Robert Zemeckis compliquait la tâche. Ces nombreux mouvements de caméra imposaient aux animateurs de calculer avec précision les perspectives et les points d'ancrage pour éviter que les personnages ne donnent l'impression de glisser à l'écran. Chaque personnage animé devait laisser une trace de son passage, comme si sa présence impactait physiquement le monde réel. Ainsi, lorsqu'un toon s'asseyait sur une chaise poussiéreuse, une fine volée de poussière devait se soulever. Chaque détail, aussi infime soit-il, était pensé pour ancrer les personnages animés dans la réalité du film. Cet impératif poussa l'équipe à intégrer un maximum d'effets pratiques directement sur le plateau avant même l'ajout des animations. Mais toujours en quête d'un rendu plus sophistiqué, Williams mit au point une technique destinée à donner davantage de volume aux personnages. Pour accentuer cette illusion de profondeur, ILM appliqua 3 couches d'éclairage distinctes sur chaque animation. Ce procédé permit aux toons d'être affectés par l'éclairage du plateau, les rendant plus crédibles au sein des scènes réelles. L'un des défis les plus complexes du film fut la robe scintillante de Jessica Rabbit. Les animateurs cherchèrent un moyen de lui conférer un éclat réaliste sans trahir la nature dessinée du personnage. Après plusieurs essais, la solution fut trouvée. En filtrant la lumière à travers un sac en plastique rayé et de la laine d'acier, l'équipe réussit à créer une illusion de paillettes en perpétuel mouvement, donnant au tissu un effet brillant et dynamique à l'écran. Une véritable prouesse technique qui contribua à faire de Jessica l'un des personnages les plus fascinants. Je ferais n'importe quoi pour mon mari, Monsieur Valiant. N'importe quoi. Qui veut la peau de Roger Rabbit sortit aux États-Unis le 22 juin 1988, et dès sa sortie, le long métrage rencontrait un succès commercial retentissant. Avec 154 millions de dollars générés en Amérique du Nord et 197 millions à l'international, il atteignit un total de 351 millions de dollars dans le monde. Ce triomphe en fit le deuxième plus grand succès de l'année 1988, juste derrière Rain Man. La critique fut tout aussi enthousiaste, saluant à la fois l'innovation technique et son équilibre parfait entre animation et prise de vue réelle. Mais derrière sa comédie frénétique et ses gags visuels, Qui veut la peau de Roger Rabbit cache un scénario riche et captivant. Inspiré des films noirs classiques, le récit suit Eddie Valiant, un détective désabusé qui se retrouve embarqué malgré lui dans une enquête sur un meurtre impliquant le célèbre Roger Rabbit. L'intrigue, qui mêle superbement mystère, humour et critique sociale, rend hommage au classique du film noir avec une touche de fantasy qui la rend unique en son genre. Bob Hoskins livre une performance remarquable. Sans aucun partenaire physique à l'écran, il parvient à interagir de manière convaincante avec des personnages animés invisibles durant tout le tournage. Mais je suis un toon. Les toons se sont faits pour faire rire les gens. Son jeu d'acteur crédibilise totalement l'univers du film et donne du poids à l'histoire. À ses côtés, Christopher Lloyd campe un juge Doom terrifiant, dont la présence sinistre contraste avec l'humour du reste du long métrage. Mon Dieu, ça va être merveilleux. L'un des plus grands plaisirs du film réside dans ses nombreuses références aux classiques de l'animation. Il réussit l'exploit de rassembler, le temps de quelques scènes, des icônes de studios rivaux. Ce type de collaboration était inédit et a fait de Qui veut la peau de Roger Rabbit une lettre d'amour au cinéma d'animation.
Les dialogues regorgent de jeux de mots et de clins d'œil à l'industrie du cinéma, tandis que le scénario aborde avec intelligence les coulisses sombres d'Hollywood, notamment avec l'intrigue inspirée du démantèlement du réseau de tramway de Los Angeles. Bientôt, là où toute ville s'élevait autrefois, on verra une rangée de stations d'essence. Et que dire de la musique d'Alan Silvestri, à part qu'elle accompagne parfaitement l'action. Dès sa sortie, le film a été acclamé par la critique et le public, remportant 3 Oscars, meilleurs effets visuels, meilleur montage et prix spécial pour l'animation. Il a marqué l'histoire du cinéma en prouvant que l'animation pouvait se mêler aux prises de vue réelles de manière convaincante et spectaculaire. Aujourd'hui encore, le film demeure un modèle de créativité et d'ingéniosité technique. C'est une œuvre incontournable. Bien plus qu'un simple divertissement, il incarne une époque où Hollywood osait expérimenter avec un résultat qui, des décennies plus tard, continue de fasciner et d'inspirer. Grâce à une mise en scène inventive, un scénario bien ficelé et une animation d'une qualité exceptionnelle, il reste une référence absolue dans l'histoire du 7e art. Un film à voir et à revoir, que l'on soit amateur d'animation, passionné de cinéma ou simple curieux en quête de divertissement intelligent et novateur. Le fameux mélange capable de dissoudre les toons n'a pas été choisi au hasard. Il est composé de térébenthine, d'acétone et de benzène, 3 solvants bien connus dans l'industrie de l'animation. Ces produits étaient justement utilisés pour effacer les dessins sur les cellulos. Après la sortie du film, Bob Hoskins a dû faire face à une réaction inattendue et plutôt adorable de la part de son fils. Pendant 2 semaines, son enfant a refusé de lui adresser la parole. Inquiet, l'acteur a fini par lui demander ce qui n'allait pas. La réponse a été aussi mignonne que brutale. Le petit ne pouvait en fait pas croire que son propre père ait pu travailler avec Bugs Bunny et compagnie sans jamais lui organiser une rencontre avec eux. Dans la scène où Eddie tente de libérer Roger Rabbit de ses menottes, un détail technique a donné du fil à retordre aux animateurs. À un moment, la lampe du plafond est accidentellement heurtée. Ce simple détail a compliqué l'intégration de Roger dans l'image car il a fallu animer avec précision l'éclairage et les ombres sur le personnage pour que tout reste crédible. Un travail titanesque pour un effet que la plupart des spectateurs ne remarqueraient même pas. Aujourd'hui, l'expression « bum the lamp » est utilisée pour les employés du studio pour désigner ces petits efforts supplémentaires qui rendent un effet encore plus parfait, même si peu de gens s'en rendront compte. Un héritage discret mais révélateur de l'exigence artistique du film. Lors de la toute première projection test, l'équipe a vécu un moment de solitude. La salle était remplie de jeunes de 18 et 19 ans qui ont détesté le film. Un par un, les spectateurs ont quitté la séance, laissant derrière eux un écho glacial. Pourtant, face à ce rejet massif, Robert Zemeckis est resté imperturbable. Détenant le final cut, il a simplement déclaré qu'il ne changerait rien au montage, et il a bien fait. Même si qui veut la peau de Roger Rabbit est une question en soi, le titre officiel ne comporte pas de point d'interrogation. Ce choix n'a rien d'un oubli ou d'une fantaisie graphique. Dans l'industrie du cinéma, ajouter un point d'interrogation à un titre est perçu comme un signe de malchance. Cette superstition découle du fait que les questions dans un titre peuvent semer le doute chez le public, laissant entendre une incertitude ou une hésitation, ce qui pourrait nuire au succès. Les producteurs ont donc préféré jouer la prudence et le titre est resté sous sa forme actuelle. Bob Hoskins a révélé qu'au moment du tournage, Jessica Rabbit n'existait pas encore visuellement. Les animateurs n'avaient pas finalisé son design et l'acteur n'avait donc aucune idée de l'apparence qu'aurait la bombe fatale du film. Pour l'aider à jouer face à ce personnage invisible, Robert Zemeckis lui a donné une consigne simple. Imaginez son fantasme sexuel ultime. L'acteur s'est exécuté, mais une fois le film terminé et Jessica enfin révélée à l'écran, il a admis que sa propre vision était bien plus sage que ce que les animateurs avaient concocté. Parfois, les meilleurs gags naissent d'un simple accident. C'est exactement ce qui s'est passé avec le pélican à vélo. A l'origine, l'oiseau animé devait simplement passer devant la caméra en pédalant tranquillement. Mais sur le tournage, les techniciens ont rencontré un problème imprévu. Impossible de maintenir le vélo en position verticale. À chaque tentative, l'engin finissait par basculer et s'écraser au sol. Plutôt que de voir ça comme un échec, l'équipe a décidé d'en faire un gag. Ils ont laissé tomber le vélo et ont demandé aux animateurs de faire en sorte que le pélican perde l'équilibre et s'écrase avec.
Comme vous le savez déjà, le travail titanesque ne se limite pas aux effets spéciaux et aux innovations techniques. L'animation elle-même a été un véritable marathon artistique. Pas moins de 326 animateurs ont travaillé à plein temps sur le projet. En tout, plus de 80 000 images animées ont été dessinées et intégrées au film. Et si l'on inclut les storyboards, les concepts artistiques et les essais préliminaires, plus d'1 million de dessins ont été réalisés selon Richard Williams. Et voilà, c'est tout pour Roger Rabbit. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très vite pour de nouvelles rétrospectives. En attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et de vous abonner.